Alors, Kevin, déjà merci d'être là, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours? Notamment, j'imagine que tu as grandi en Martinique. C'est ça, j'ai grandi en Martinique, parcours classique, collège, lycée, alors école primaire, collège, lycée, tout ici en Martinique. Ensuite, je suis parti à la fac, ici encore. Sans trop vraiment savoir ce que j'allais y faire. Je pense qu'on a été nombreux à avoir ce genre de parcours-là ici. Et ensuite, bon, comme encore beaucoup d'entre nous, j'ai passé un concours de la fonction publique et je me suis retrouvé à Paris, parachuté à Paris à l'âge de 21 ans. Et tu faisais quoi dans la fonction publique? Alors, j'étais contrôleur du trésor public. D'accord, oui. Je ne suis pas la personne la plus fun. Absolument pas. Mais non, mais j'étais fun à l'extérieur du boulot. Ok. À Paris, tu arrives et tu crées l'association Sous Sky et on va en parler. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te définis? Plutôt entrepreneur, plutôt chef d'entreprise, plutôt manager? Alors maintenant, je pense que c'est un mix entre chef d'entreprise et manager. Je pense que c'est encore ça. Au début, quand j'ai commencé, je ne pense pas du tout. C'était plutôt, allez, entrepreneur, start-upper, allez, on y va, on commence, on se lance sans trop savoir là où on va. Mais maintenant, oui, avec l'expérience, pas mal d'années à bosser. Alors, je vais essayer de couper les micros de tout le monde parce que sinon, on ne va jamais s'entendre. Option audio. Non, je pense que c'est bon là. Est-ce que le replay sera disponible? Oui, normalement, oui. Donc, tu nous as dit que tu as fait une formation académique et professionnelle ici, localement, ouais. Et ensuite, tu as commencé contrôleur des impôts. Tu étais à Paris. C'est ça. À quel moment tu commences l'association Sous Sky? Tout de suite. Tout de suite en arrivant. C'est-à-dire qu'on a fait le constat avec un de mes potes, avec Yann Méo, s'il est là, big up. On a fait le constat au départ de se dire, il nous manque des soirées qui nous ressemblent à Paris. Et on avait envie de se retrouver avec nos potes. À l'époque, tout le monde allait à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier pour faire ses études et pour faire un peu la fête. Et il manquait un petit peu ça à Paris. Et donc, du coup, on se dit, on va monter Sous Sky, association, et qu'entre autres, on va organiser des soirées, mais pas que, des événements culturels autour de la culture de chez nous. Et l'idée, c'était ça, de monter une asso avec d'autres membres, une bonne petite équipe, pour organiser des soirées à Paris, intramuros, qui étaient des soirées à thème, le plus régulièrement possible. Donc là, c'était des soirées quasiment tous les 2 mois. Et voilà, c'était le début d'une super aventure qui a duré pour moi près de 6 ans. On en parlait tout à l'heure, la première soirée Sous Sky, vous avez plus de 500 personnes qui viennent. Comment tu te sens? Parce qu'a priori, ce n'est pas ce que vous attendiez. Non, pas du tout. Dans notre idée, on aurait eu 150 personnes maximum. On avait prévu une salle pour ça. Et on a beaucoup de demandes, énormément de demandes. Tout le monde veut venir. Et donc, on se retrouve à devoir trouver une salle au dernier moment, à changer nos plans. On s'organise comme on pouvait. Je me rappelle que la mise en place du bar n'était pas du tout faite au départ. On arrive, l'un des membres de l'équipe ramène des caisses de champagne à 30 minutes de l'ouverture. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est de la folie. Au final, à la fin, il n'y avait plus une seule bouteille. Donc voilà, c'était vraiment une bande de potes qui voulaient faire quelque chose de sympa pour faire plaisir à un maximum d'entre nous et pouvoir se retrouver. Et c'est comme ça que démarre l'aventure. Et du coup, comment tu gérais ta vie le jour et ta vie associative, parce que ça prend du temps d'organiser des soirées? Ouais, c'est vrai, ça prenait beaucoup de temps, surtout qu'on faisait des soirées très régulièrement, donc tous les 2 mois, donc entre les soirées, il y avait énormément de travail à faire. Donc bon, je dormais pas beaucoup, c'était beaucoup ça. Ça bossait beaucoup le week-end, le soir. On faisait énormément de réunions avec le reste de l'équipe pour mettre en place les choses. Il y avait des rendez-vous avec les prestataires de services, etc., les propriétaires de salles sur Paris, parce que c'était compliqué. Je pense que ça l'est encore actuellement. Mais imaginez organiser à l'époque des soirées pour 600, 700 Antillais en plein Paris. C'était pas facile. On avait mauvaise réputation?
Malheureusement, oui, mais en fait, c'était beaucoup des gens qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas ce qu'on pouvait faire, qui ne connaissaient pas le type de soirée qu'on avait, et on arrivait devant eux, on leur disait oui, nous on veut réserver votre salle. Donc c'était compliqué. Bon, au final, ce qui se passait, c'est qu'on payait la salle 2 fois plus cher que d'autres. Bon, alors d'après ce que j'ai compris, ça s'est amélioré un petit peu. Tant mieux. Mais oui, c'était vraiment compliqué à l'époque de pouvoir organiser des soirées à Paris. Ok. En 2016, tu organises le Caribbean Budapest en Hongrie, à Budapest. Mais avant ça, j'ai quand même une question. Est-ce que tu avais, plus jeune, ou même dans ta vie étudiante, des modèles entrepreneuriaux, des personnes que tu regardais, que tu admirais, qui pouvaient t'inspirer, soit dans ton entourage, soit ailleurs? Sincèrement, non. Sincèrement, non. C'est-à-dire que encore moins à l'époque. Alors maintenant, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus simple. Il y a beaucoup d'exemples. On peut aller sur YouTube et il y a tout le temps des gens qui parlent de business. Mais à l'époque, il n'y a rien de tout ça qui existait. On faisait tout un peu comme on le sentait, avec souvent l'entraide des copains et on arrivait à faire de belles choses quand même. Mais c'est vrai que les exemples, non, j'en avais pas du tout à cette époque-là. Aujourd'hui, est-ce que tu en as? Oui, j'en ai quelques-uns. tu vas nous dire ça. Ouais. Donc en 2016, à Sous Sky, tu commences en 2006. Ouais. Tu vas rester à Sous Sky jusqu'en 2012. Ouais, tu étais président de l'association. Ouais. En 2016, tu organises le Caribbean Budapest. Est-ce que tu peux nous présenter le concept? Alors en fait, on a décidé d'organiser un festival caribéen en plein cœur de Budapest en Hongrie. Donc c'est vrai que ça peut paraître complètement fou et totalement déconnecté de notre histoire, mais c'est qu'entre-temps, on a découvert la magnifique ville de Budapest et on s'est dit à un moment donné qu'il fallait faire coller les deux univers, c'est-à-dire ce que moi je connaissais déjà d'avant avec Sous Sky entre autres, où j'organisais des soirées antillaises à Paris, et la nouvelle ville qu'on avait découverte, donc Budapest. On s'est dit on va faire coller les deux. On va faire venir du beau monde à Budapest, on va amener des DJ, une bonne ambiance, on va créer un festival et ça va être la folie. Et du coup, est-ce que tu as des chiffres? Combien de personnes viennent? Parce qu'il y a eu plusieurs éditions. On en a fait 4 au total d'éditions. La première édition, on a peut-être une 50aine de personnes. La deuxième, on en a presque une centaine. Et ensuite, donc les 2 premières, c'était sur la même année. Et la troisième édition, donc, qui est sur l'année d'après, on avait eu un peu plus de temps pour la préparer. Là, on avait facilement 200 personnes qu'on a fait venir. Donc 200 personnes qui venaient d'ailleurs. Mais sur place aussi, il y avait beaucoup de Hongrois qui sont venus à nos soirées. Donc voilà, jusqu'à présent, on nous en parle. Alors, à quel moment tu as fait tes premiers pas en Hongrie? Tu as dit que c'était en 2012. À quelle occasion tu découvres ce pays? Totalement par hasard. À l'époque, on va pour fêter l'anniversaire de mon frère. On part avec 2 potes. Donc, on est 4 et on se retrouve à Budapest. Tout simplement parce que le billet d'avion, c'était le moins cher au départ de Paris. Donc voilà, on se retrouve là-bas et on tombe amoureux de la ville. Je pense que très vite, on se dit c'est sympa, on a envie d'y revenir. Et je crois 2 mois après, on y retourne et on y reste 3 semaines, il me semble. C'était en plein été. Je crois que c'était la première fois qu'on ne rentrait pas en Martinique pendant les grandes vacances. Tu choisir faux bon. Pour la première fois. Et ça s'est super bien passé. Et on s'est dit, c'est génial, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec ce pays-là. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans la ville? C'est la façon d'avoir été accueilli par les gens, l'ambiance générale qui y régnait, le côté un peu paisible qui nous changeait complètement de Paris. Et oui, la facilité de se déplacer. Et puis, tout simplement, c'était une ville nouvelle. On arrivait dans un pays de l'Est. Nous, on ne connaissait pas grand-chose. En plus, à l'époque, il y avait pas mal de fantasmes autour des pays de l'Est. Ça fait peur, tu vas te faire découper, etc. Alors que non, au contraire, c'était génial. On a fait de belles rencontres, des gens hyper chaleureux, une super atmosphère et ça nous a donné envie de revenir à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que la Hongrie et la Martinique ont des similarités? Alors souvent, parce que bon, il y a beaucoup de nos potes antillais qui sont venus également, et souvent on s'est dit que oui, on
on remarquait ça sur plusieurs petits points. Alors, peut-être l'envie des fois de faire la fête, de se retrouver, le côté très chaleureux. On l'a retrouvé pas mal là-bas. Le côté où ils sont aussi la famille, c'est important chez eux. Et on a aussi retrouvé beaucoup ça. Je me rappelle de barbecue, on est invité, j'arrive avec 10 potes et on se retrouve dans des familles hongroises et ils nous accueillent et voilà. Et bon, bien sûr, on boit de la palinka, alcool local, mais c'est juste génial. On a vraiment retrouvé un peu de chaleur de Martinique un peu là-bas. C'est vrai, c'est peut-être ça qui nous a donné envie de revenir aussi souvent. Est-ce que tu parles hongrois? Absolument pas, j'ai un peu honte de le dire, mais juste 2-3 mots, mais non du tout. C'est une langue qui est difficile? Très difficile. C'est l'une des langues les plus compliquées au monde à apprendre. Donc oui, c'est compliqué. J'avoue, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour l'apprendre non plus. On peut vivre en Hongrie en parlant uniquement anglais et français a priori. Oui, c'est possible. C'est possible. On peut vivre en Hongrie, donc pas mal de monde parle anglais. Et, non, c'est possible. Pas de souci de ce côté-là. Est-ce que, alors vous organisez le Caribbean Budapest et c'est une question qui est tombée, c'est difficile de trouver des lieux, des partenaires ou c'est peut-être plus facile qu'à Paris? Comment ça se passe au début? Alors, en fait, comme on est arrivé pour la première fois en 2012 à Budapest et en fait, on a passé beaucoup de temps sur place, faut se dire qu'à une époque, on venait une fois par mois à Budapest. Donc vraiment un coup de cœur. Ouais, un vrai coup de cœur. Dans l'idée, on ne sortait plus à Paris. On économisait nos sous pour aller faire un week-end à Budapest ou une semaine, enfin ça dépendait des moments de l'année. Donc du coup, grâce à ça, ça nous a permis de rencontrer énormément de monde. Donc on a rencontré des gens dans les boîtes de nuit, donc des patrons de boîtes de nuit, des DJ, des organisateurs d'événements, des promoteurs d'événements. Et vous avez construit aussi un carnet d'adresses. Exactement. Et donc du coup, en 2016, ça devient presque facile, entre guillemets, parce qu'on a déjà beaucoup de contacts. Et pour mettre en place un événement, ben, voilà, on pioche dans nos contacts, on dit on veut faire ça, est-ce que vous pouvez nous aider à réserver telle ou telle salle, etc. Et aussi, c'était beaucoup plus simple que ce que j'avais pu connaître à Paris. Est-ce que tu dirais que les relations d'affaires ou les relations sont plus simples à Budapest? Totalement, totalement. Et il faut se dire, alors c'est un pays de 10 millions d'habitants. Quand on arrive avec un projet, qu'on a envie de créer quelque chose, qu'on dit qu'on fait venir des gens d'ailleurs qui vont dépenser de l'argent sur place, forcément, ça plaît et ça parle aux locaux. Donc oui, je pense que c'est beaucoup plus simple. Pour nous, ça a été beaucoup plus simple d'entreprendre sur place. Alors, j'ai une question qui est touchy, attention. Être noir à Budapest, est-ce que c'est compliqué ou pas? Non. Okay. Je vais dire très sincèrement non. Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on se dit, bon, allez, pays de l'Est, ça va être compliqué. Mais sincèrement, pas du tout. J'ai même envie de dire bien au contraire. Sur place, on a été super bien accueillis. Aucun souci de ce côté-là. Alors, c'est vrai que quand on entend parler de Budapest et particulièrement de la politique faite sur place, on se dit que ça peut être compliqué, mais dans la réalité, pas du tout. La vie quotidienne, on ne le ressent absolument pas. On est très bien accueillis sur place. Les Hongrois sont des gens très sympathiques et donc non, pas de souci de ce côté-là. Bon, jamais. Alors, on va passer à la partie plus business, si je puis dire, donc les enterrements de vie de garçon. Déjà, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste un EVG, un enterrement de vie de garçon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Voilà, alors l'enterrement de vie de garçon, c'est un événement qui est organisé avant le mariage, qui est souvent organisé par les témoins du futur marié pour se retrouver, alors pendant une journée, une soirée ou dans le cas de ce que nous on propose souvent sur un week-end complet, pour se retrouver ensemble, passer un bon moment, se rappeler les bons souvenirs avant justement de passer la bague au doigt. Donc, ce concept-là d'enterrement de vie de garçon existe depuis des années. Par contre, le principe de se retrouver tous ensemble, entre amis, à l'étranger de préférence, c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est un concept qui a à peu près une dizaine d'années pour les Français. C'est quelque chose qui est un peu plus répandu dans les pays anglo-saxons, particulièrement au Royaume-Uni.
eux, depuis il y a une bonne quarantaine d'années, ils le font régulièrement. Ils ont cette habitude-là d'organiser des enterrements de vie de garçon, que ce soit au Royaume-Uni même ou à l'étranger. En France, c'est quelque chose de… ça fait 10 ans, c'est beaucoup plus récent, c'est encore en train de se développer. Qui paie le VG? Ce sont les témoins qui paient pour le marié? Alors, c'est tout le groupe qui paye pour le marié. En général, le marié ne paye pas. Et donc, le témoin organise, le ou les témoins organisent, et l'ensemble du groupe paye pour sa prestation, plus la part du futur marié. Est-ce qu'on dispose de quelques chiffres clés sur ce marché à l'échelle française ou européenne? J'ai cru comprendre qu'en France, en tout cas, il y avait 220 000 personnes qui se… couples ou personnes qui se… Non, alors, il y en a 220 000 couples, puisque c'est 220 000 mariages qui sont organisés à peu près chaque année en France. Le marché de l'EVG, il représente, sur une saison, on est à peu près à 7-8 000 personnes qui organisent des EVG. C'est par rapport au nombre de mariages, on n'est à pas grand-chose. Donc, la marge de progression est encore hyper importante. Elle est hyper importante. Elle peut être énorme. Et si tu devais caractériser le marché, qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais que c'est en croissance, que c'est embryonnaire, que c'est mature, que c'est porteur? Alors, c'est très clairement pas encore mature comme marché, mais c'est en croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'il y a eu depuis des années un travail qui a été fait, particulièrement par les numéros 1 de l'EVG jusqu'à présent. Et donc, du coup, il y a même eu un film qui a été fait au sujet de l'EVG qui s'appelle Budapest d'ailleurs. Donc, du coup, il y a eu un vrai travail qui a été fait pour démocratiser l'EVG. Et depuis la sortie de ce film, donc il y a à peu près 3 ans, là, on a vraiment vu une explosion du nombre de demandes. Et donc voilà, donc là, c'est quelque chose qui est en train de se développer véritablement à vitesse grand V. Et quelles sont les ambitions de See You Go sur ce marché? Tout simplement d'être rapidement les numéros 1 en France de l'EVG. On travaille à ça depuis nos débuts. J'avoue que la crise Covid qui est passée par là a un peu rebattu les cartes. Et depuis, nous, on travaille à fond pour devenir à terme les numéros 1. C'est l'idée. Pour le moment, il y a un leader, mais que vous espérez en tout cas dépasser, comme toute entreprise. Comme toute entreprise. C'est l'idée, c'est toujours l'idée. Il y a un leader dont on est de plus en plus proche. Quand on a commencé, on était très loin, mais là, on en est de plus en plus proche. Et oui, l'idée, c'est que dans 6 mois, si tu me reconvoques ici, je puisse te dire qu'on est numéro 1. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques chiffres clés? Donc, j'ai lu que depuis 2016, vous avez accueilli 10 000 clients en tout. Déjà, la première chose, c'est est-ce qu'il y a une saisonnalité dans les EVG? Et si oui, combien de clients en moyenne, sans dévoiler non plus tous vos chiffres, vous accueillez? Est-ce que tu as quelques chiffres clés? Oui, alors bien sûr. Alors, 10 000 clients, c'était jusqu'à présent, mais c'était sans compter la saison qu'on est en train de faire, qui est en train d'être une bonne saison, on pourra dire. Donc là, on pourra facilement rajouter 4 à 5 000 de plus. Donc voilà. Sinon, oui, il y a une saisonnalité, dans le sens où souvent les EVG, ils ont lieu un petit peu avant les mariages. Donc les mariages, c'est souvent en juillet et en août, donc pendant l'été. Et donc du coup, on a beaucoup d'EVG entre la période entre mi-avril et fin juin. Entre mi-avril et fin juin, il vaut mieux éviter de te solliciter. C'est déjà trop tard. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où là, on est à fond dans l'organisation. Et donc, ouais, les réservations se font souvent à l'avance, mais c'est le moment où il y a le plus de demandes. Et ouais, c'est compliqué. Compliqué. Alors, on a une question concernant les prestations EVG. Est-ce que vous faites des formules ou est-ce que c'est du sur-mesure? Alors, dans l'idée, nous, on fait du sur-mesure. C'est vraiment l'idée. C'est-à-dire qu'on a un client qui nous contacte, on va discuter avec lui, on va essayer de se rapprocher le plus que possible de ses envies. Donc déjà, en termes de destination, en fonction des destinations, on a des types de VG un peu différents. Donc, avec quelqu'un qui veut faire la fête, on va peut-être l'orienter sur des destinations comme Barcelone, comme Budapest ou comme Prague. D'autres veulent absolument aller à la mer, veulent des activités nautiques. Donc là, ça va être du Barcelone, du Lisbonne. Et donc voilà. Donc après, on s'organise avec souvent le témoin, 1 ou 2 témoins.
et on organise un programme qui est sur mesure, donc qui correspond exactement à ce qu'ils veulent, avec des activités qui sont adaptées au groupe. On essaie de placer sur des horaires qui sont préférentiels. Enfin, c'est un vrai travail de sur mesure, très clairement. Et est-ce que c'est uniquement les activités? Et j'ai vu, il y a des activités fun, des activités où on peut conduire un char, il y a location de limousine. Ou est-ce que vous prenez aussi en charge tout ce qui relève du transport, de l'hébergement sur place? Alors, le transport, non, c'est-à-dire qu'ils arrivent par eux-mêmes. Donc, quand ça se passe à l'étranger, ils réservent leur billet d'avion eux-mêmes. Par contre, à partir du moment où ils posent un pied sur le pays, nous, on peut les prendre en charge. Okay. Donc, ça commence par la prise en charge dès l'aéroport, avec souvent, donc ça dépend des destinations, mais souvent une guide qui les accueille, qui les emmène soit à leur minibus, soit à leur limousine qui les attend devant l'aéroport pour les ramener à leur hébergement. Donc là aussi, l'hébergement, on propose des formules avec hébergement et ensuite des packages. Alors bien sûr, comme c'est du sur-mesure, ça peut être des week-ends complets où on s'occupe de tout leur week-end du début à la fin, ou sinon, ils réservent avec nous 3-4 activités et qu'ils mettent au fur et à mesure de leur week-end et le reste du temps, ils s'organisent par eux-mêmes. C'est un peu comme ça. Alors, je suis allée sur le site et j'ai vu que le montant minimum par personne, c'était de 100 €. Ouais. Est-ce que tu as un panier d'achat moyen, sauf si c'est confidentiel, bien entendu? Non, on peut en parler. Le panier d'achat moyen, il est autour de 350 €. D'accord, par personne? Par personne, minimum. Pour le week-end? Pour le week-end. On a environ des groupes d'une dizaine de personnes, donc ça c'est la moyenne de nos groupes, mais très souvent pour les EVG organisés, les EVG on dira complets, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup d'activités du début à la fin, on est plus sur des packages aux alentours de 450-500 € et bon, ça peut monter des fois un peu plus. Pourquoi les hommes? Pourquoi pas les femmes? Alors, on n'est pas du tout sexiste chez voilà. En fait, quand on a commencé, au départ, on proposait que Budapest. Donc, c'était CU Budapest à l'époque, avant d'être CU Go. Et on proposait des EVG et des EVJF. Donc, c'était à la fois pour les garçons et pour les filles. C'était intéressant pour nous parce que ça nous a permis de bien connaître notre marché, de savoir comment les choses fonctionnaient. Parce que sincèrement, il y a un type d'activité pour les filles, un type d'activité pour les garçons. Elles ne sont pas trop conduites de char? Un peu moins. Alors, on a des filles qui apprécient la conduite de char et le tir à la Kalachnikov. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est vrai qu'on en avait un petit peu plus qui préféraient les séances photos au pied du château de Budapest, par exemple, ou les croisières sur le Danube. Mais donc oui, au début, on faisait vraiment les deux. On n'avait aucun souci avec ça. Et puis au fur et à mesure, à force de vouloir progresser, de faire toujours plus de groupes, à un moment donné, on a dû faire un choix. Et on a fait le choix de conserver les garçons parce qu'ils dépensent un peu plus. Et aussi qu'en termes d'organisation, c'était plus simple de réussir à convaincre les garçons que de convaincre les filles. Parce que on en discutait tout à l'heure, mais finalement, les hommes ont plus besoin d'une prestation clé en main. C'est ça. Tu leur apportes tout, ils n'ont à réfléchir à rien, ils ont juste besoin de leur petit guide à suivre à la lettre. Alors que peut-être que les femmes ont peut-être plus tendance à fouiller, à mettre le nez un peu partout. C'est ça, et c'est tout à leur honneur. C'est souvent, ça fait partie de l'organisation de l'EVJF que d'aller chercher les informations. Donc souvent, on ne se retrouve pas avec une personne qui cherche, mais avec 10 personnes du groupe qui cherchent. Donc forcément, les filles plus facilement trouvent ce qu'il leur faut et elles viennent souvent nous demander pour une ou deux activités. Donc ça devient un petit peu moins intéressant pour nous. Mais voilà. Mais après, quand on a des groupes de filles qui nous demandent, on les prend aussi, on s'organise et on leur organise leur EVJF sans souci. Avec plaisir. Alors, on a quelques questions. La première question qui est cliché, entre guillemets, la personne écrit: est-ce que vous avez eu affaire à Budapest à des mafias locales? Non, pas du tout. Alors, ça existe, hein, probablement, mais non, c'est pas quelque chose qu'on va voir comme ça en se baladant dans la rue. Et puis, il faut dire aussi que depuis justement une dizaine d'années, il y a un travail énorme qui est fait par la Hongrie pour développer le tourisme. Je pense que tout le monde a pu un peu le ressentir. On a tous eu un pote, un ami qui est parti à Budapest pour aller visiter le château et faire les bains thermaux, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait par le comité du tourisme sur place. Exactement, et rendre la destination intéressante. Donc non, c'est pas quelque chose qu'on verra comme ça. Ça se passe très bien sur place. Est-ce que tu recrutes, et si oui, quel type de profil?
Il y a quelqu'un qui visiblement a envie d'aller vivre à Budapest. Alors oui, on recrute. On recrute et on va commencer une campagne de recrutement là à partir de septembre prochain ou septembre-octobre prochain. Donc oui, on recherche des profils, des gens qui ont éventuellement déjà travaillé dans le tourisme, ça nous intéresse, ou sinon de bons commerciaux, ça nous intéresse aussi. Et puis des gens qui ont le goût de l'aventure, qui sont prêts à venir travailler à Budapest. Oui, on en reparlera. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des événements LGBTQIA+ friendly? Oui, carrément. Alors c'est vrai que, encore une fois, il y a la politique à Budapest qui n'est pas favorable à ce genre d'événement et c'est désolant. Mais il y a une vraie communauté qui s'organise, il y a des événements qui se font régulièrement. Après, c'est sûr qu'il faut connaître, mais voilà, c'est une ville qui vit. C'est une ville qui vit et malgré cette politique qui peut être un peu folle par moment, voilà, on commence à sentir qu'il y a du changement. Un petit peu. Alors, on va aller encore plus dans la partie business. Au début, tu me disais tout à l'heure que ton frère et toi, donc vous avez créé l'entreprise en 2016, Hello Mehdi, que vous faisiez tout. Ouais, Qu'est-ce que tu entends par tout? La totale. On répondait au téléphone, on envoyait les emails, on préparait les devis, on recevait les groupes sur place, on allait les chercher à l'aéroport, on les faisait visiter la ville, on s'occupait de tout du début à la fin. C'était beaucoup de boulot, mais c'était très enrichissant. Ça nous a permis de connaître véritablement ce qu'on faisait. Toute la chaîne de valeur. Du début à la fin. Parce que quand on commence, on monte notre site internet, on le crée nous-mêmes. On a nos premiers clients qui nous appellent. On n'a jamais été commerciaux de notre vie. On se met à répondre au téléphone et à devoir convaincre. Donc forcément, c'était pas simple au départ. Et puis après, il y a toute la phase d'organisation, que ce soit sur place, trouver des partenaires avec qui travailler. C'était énormément de boulot, mais je peux dire que ça nous a énormément servi pour après. Vous avez fait ça pendant combien de temps à peu près, cette phase un peu les mains dans la gadoue? À ce point et être autant à fond, ça a duré facile 3 ans. Facile sur 3 saisons. Ouais, parce que c'est sûr qu'au début, on n'a pas les fonds nécessaires pour commencer à se lancer, pour recruter du monde, ou en tout cas on se dit qu'on ne les a pas et on se dit qu'on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore. Donc du coup, c'est ça, on se lance, on se dit on va le faire nous-mêmes, on va tout faire nous-mêmes. C'est sûr que par moment, il y a peut-être certaines choses qu'on n'aurait pas dû faire nous-mêmes et qu'on aurait dû déléguer. Après, c'est les débuts aussi. C'est l'audace du début. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez, pour vous financer, vous avez eu peut-être de l'aide familiale, des subventions? Avec quoi vous commencez? Vos premiers euros, c'est les premiers clients qui paient ou... Oui, les premiers euros, c'est surtout les premiers clients qui paient. On avait quelques économies avec lesquelles on part quand on part s'installer à Budapest, mais pas grand-chose. L'idée, c'était allez, on se lance et ça va passer. C'était vraiment ça. On était très, très motivés. On ne dormait plus, on bossait à fond. Et ouais, les premiers mois ont été difficiles, mais en même temps, pour nous, c'était tellement une libération de se retrouver là et de faire quelque chose qu'on aimait. Que voilà, les heures de sommeil, c'était pas grave si on les faisait pas. L'essentiel, c'était de faire monter cette boîte. Est-ce que tu te souviens du premier devis signé? Le premier, vraiment, je pense que non, je m'en souviens plus. Mais les premiers clients qu'on a reçus, oui. C'est toujours quelque chose de particulier quand on reçoit ses premiers clients. On est un peu perdu, on ne sait plus trop donner de la tête. Au début, c'était difficile. À l'époque, on avait peut-être 1 ou 2 groupes par week-end à tout casser. Donc bon, c'était pas la folie, mais pour nous, c'était déjà énorme. Aujourd'hui, vous avez combien de clients en week-end? Combien de groupes en fait? C'est par groupe, du coup. Là, pour te donner une idée, sur le plus gros week-end qu'on a eu cette saison, on avait 40 groupes en même temps sur une dizaine de destinations différentes. Ah oui. Donc, plus de 400 personnes à gérer sur plus de 10 destinations. Donc, aujourd'hui, vous avez plutôt une équipe. Vous n'avez pas le temps d'ubiquité. On est une équipe, tout à fait. Alors,
tu t'es associé, pour lancer CUGO, tu t'es associé avec ton frère. Est-ce que pour toi, c'est une évidence? Très clairement, oui. Quand on se lance, on est dans le même état d'esprit. On a tous les deux envie de partir à Budapest. Au début, c'est un peu ça l'idée, de monter un business ensemble. Donc oui, c'était une évidence. C'était exactement ça. En plus, très souvent, on te dit que quand tu dois chercher un partenaire, c'est souvent le plus compliqué de trouver un bon partenaire business. Là, j'ai envie de dire, c'était facile. C'était l'idéal pour moi. Et vos personnalités, comment elles sont plutôt similaires ou est-ce qu'elles se complètent? Quelles sont les qualités que toi tu as et que lui n'a pas ou vice-versa? Ouais, mais je pense qu'on est complémentaires. Je pense que si on était exactement pareil, on n'aurait pas pu avancer aussi bien. C'est vrai qu'on est un peu différents, on n'a pas exactement le même caractère. Lui est un peu plus fonceur que moi mais du coup, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup parce que dans la prise de décision, c'est important d'avoir le bad cop, good cop, c'est un peu ça. Et ça nous permet de mieux gérer toutes les situations. Donc, bien sûr, il y a forcément des tensions, c'est normal, mais ça se règle très bien. Le fait d'être frère, du coup, je pense que c'est un avantage dans ces cas-là aussi. C'est que derrière, tout est oublié très vite. Autour d'une bière. Mais est-ce que quand il y a des soucis, des frustrations, des frictions au travail, vous les emmenez à la maison? Non, jamais. Jamais, jamais. Franchement, ce qui se passe au bureau reste au bureau et derrière, on a une toute autre vie personnelle. Donc non, on arrive à faire la distinction quand même. Alors, on a quelques questions. Le fait d'être entrepreneur français dans ce domaine, comment vous êtes perçu par les locaux? Alors, très sincèrement, bien perçu. Bien perçu parce qu'on amène du business. C'est très clairement ça. Dès qu'on a commencé, les premiers événements, donc déjà avec le Caribbean Budapest, on avait rencontré pas mal de monde et ça correspondait déjà un petit peu à certaines des activités qu'on propose maintenant. Mais ensuite, non, au contraire, le fait d'amener du business, ils sont heureux. Le fait de voir qu'on fait l'effort de venir, d'être sur place, de s'installer sur place. Bon, on ne parle pas la langue, mais on est toujours bien entouré. Non, ça se passe bien et au contraire, c'est totalement positif. Non, on est bien accueillis. Est-ce que vous allez vers un développement de l'organisation de voyages de noces? Wow. C'est-à-dire aller plus loin sur le segment des mariages, finalement. Ouais. Alors, je pense que chacun est professionnel dans son domaine. Nous, très clairement, on pourrait pas aller dessus. Nous, on s'est spécialisé sur l'enterrement de vie de garçon parce que très clairement, on est plus spécialement sur le voyage festif. On organise des voyages festifs, c'est un peu ça. Alors, avec une prédominance des enterrements de vie de garçon, mais on propose également des anniversaires. Il y a pas mal de gens qui viennent pour fêter leurs 30 ans, leurs 40 ans, leurs 50 ans. Donc, ou même des week-ends entre amis. Des team building aussi. Des team building, on en a aussi. Alors, c'est quelque chose justement, on aimerait développer un peu plus. Et donc, sur la saison qui vient, entreprises, en fait. Ouais, c'est très, très intéressant. C'est une autre façon d'aborder les clients. Mais après, ce qu'on peut proposer, c'est exactement la même chose. Donc du coup, il faut juste adapter les packages pour proposer du clé en main. Mais on le fait déjà. On le fait déjà pour quelques entreprises. On a déjà fait voyager pas mal d'entreprises aussi. Mais aller sur quelque chose de plus large au sens noces de mariage et aller vraiment plus loin, là, non, pas vraiment. C'est pas l'idée. Alors, quels ont été les freins et les facilitateurs de ton business là-bas, tes fiertés et si c'était à refaire? Wow. Alors, les freins, on peut dire, au départ, c'était la barrière de la langue, très sincèrement, au tout début. Le fait de pas connaître non plus totalement le pays. Donc, c'est des choses qu'on a appris à connaître petit à petit, comment ça fonctionnait, comment le business fonctionnait sur place, comment ça réfléchit sa business aussi, la façon dont il fallait amener nos questions. Il y a des spécificités culturelles? Oui, totalement. Les Hongrois sont très fiers. Comme les Martiniquais. C'est ça. Et donc, du coup, il y a une façon d'aborder le business avec eux. Il faut bien leur montrer que voilà, on n'est pas là non plus pour écraser qui que ce soit. Au contraire, on est là pour chercher des partenaires, pour leur expliquer que en leur amenant du business, ça va leur être profitable aussi. Donc, ouais, il y avait ce travail-là à faire au début et nous, on n'était pas encore habitués à tout ça au tout début.
Après, le côté beaucoup plus simple là-bas, c'est que pour nous, c'était beaucoup plus simple de rencontrer du monde. C'était facile d'aller au-devant des prestataires, c'était facile d'être écouté. Et je le dis très souvent avec mon frère, si on avait monté la même boîte en France, on aurait eu beaucoup plus de difficultés à la monter. Monter la boîte à Budapest au départ a été beaucoup plus simple. Et après, elle a bougé, puisque derrière, on est arrivé jusqu'en Roumanie. Ça a été aussi encore plus simple. Donc, oui, ça permettait d'avancer plus vite, en fait, dans l'organisation. Tout ce qui était administratif, etc., c'était beaucoup plus simple pour nous là-bas. Finalement, le cadre fiscal et réglementaire de Budapest et ensuite maintenant de la Roumanie, de Bucarest, est-ce qu'il est avantageux pour un entrepreneur? Il est avantageux pour un entrepreneur. Voilà, les impôts sur les sociétés sont aux alentours de 9-10%, donc c'est sûr que ça change beaucoup. Alors, le choix du départ pour nous de s'installer là-bas, c'était pas pour ces raisons-là. Nous, au départ, quand on va s'installer, c'est qu'on se dit on va être beaucoup plus proche de nos prestataires sur place. Et donc, du coup, on va avoir un avantage concurrentiel à pouvoir dire, vous voyez, vous venez à Budapest, mais nous, on est installés sur place. Et ça a été vraiment quelque chose de novateur dans le domaine, parce que les concurrents qu'on avait à l'époque, ils étaient tous installés en France hexagonale, donc soit à Paris, soit dans le sud de la France, et ils vendaient des packages depuis la France. Et nous, on était sur place. Alors bien sûr, il y avait des locaux qui essayaient de vendre à des Français également, mais nous, on avait l'avantage d'être Français. Donc, être français, installé à Budapest, et c'est toujours comme ça qu'on vend Siugo, c'est une entreprise française, enfin, installée en Hongrie, mais de Français qui organisent des événements, des week-ends festifs pour les Français. Alors, tu me disais tout à l'heure que l'idée de proximité, c'était une valeur forte que tu voulais essayer de préserver et qu'on entend là avec la proximité géographique. C'est ça. Est-ce que quand une boîte grossit, aujourd'hui vous êtes 12, je crois? Ouais, presque. Alors, un peu moins maintenant, parce qu'on est 12 avec nos stagiaires, on est 10 sans nos stagiaires qui nous ont quittés dernièrement. Vous êtes une dizaine. Vous avez beaucoup de groupes. Est-ce qu'on peut continuer à être proche des clients quand l'entreprise grossit? Alors, ça devient de plus en plus compliqué, mais l'idée pour nous, justement, c'est de réussir à conserver cette proximité avec les clients le plus longtemps que possible. Et même si on n'arrive pas à être aussi proche que ce qu'on pouvait être au tout début, l'idée, c'est quand même de mettre en place des process qui permettent aux clients de nous contacter rapidement, d'avoir des réponses très vite à toutes ces questions. C'est-à-dire qu'on est peut-être les seuls sur le marché, et probablement les seuls sur le marché, à proposer pendant les week-ends une assistance 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le client, il est sur place, il a un problème à Barcelone, à Lisbonne, à Vilnius, il peut contacter quelqu'un de la boîte à qui il a parlé une semaine avant pour l'organisation de son week-end. C'est encore possible chez nous et on veut essayer de conserver ça. Ouais. Alors peut-être que ce ne sera pas exactement la même personne qui l'aura, ce sera peut-être quelqu'un de différent de la boîte, mais on veut absolument garder ça. Aujourd'hui, tu fais toujours du service client ou pas? Moi, personnellement, absolument pas. Non, des fois, là, ce qui se passe maintenant, c'est que je ne connais même plus le nom des clients qui partent. Et ton frère, du coup, non, pas du tout? Non plus. Comment se répartissent d'ailleurs les tâches? Les tâches, alors, dans l'idée, on a une partie vente, beaucoup, et une partie opération qui organise. Alors, mon frère est plus spécialisé sur la partie opération, moi, je reste plus sur la partie vente. Et derrière, on assiste nos équipes et quand elles ont besoin de conseils, etc. Après, bien sûr, quand il y a un souci qui tombe, on est forcément au courant, on en discute avec l'équipe, on donne nos observations et après c'est pris en charge. Tu me disais tout à l'heure que voilà, vos premiers euros, ce sont les clients qui vous les ont amenés. Comment est-ce que vous arrivez à avoir votre premier client, votre 10e client, votre 100e client? Alors, au début, on a eu la chance de vite comprendre comment ça fonctionnait. Ce qu'il fallait faire, en tout cas au tout début. Nous, on a commencé directement à faire de la pub sur Google. Et jusqu'à présent, c'est le moyen le plus simple pour obtenir des clients. Après,
C'est sûr qu'il y a un travail à faire quand on vient de monter un site. Il faut faire monter le site en référencement. Donc, c'était énormément. Enfin, là, c'est des années. C'est toi qui gérais au début. Au tout début. C'est encore moi qui gère. Ah, d'accord. Mais bon, là, pareil, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai appris comme ça et je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais le faire. Alors, au début, parce qu'on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas payer quelqu'un d'autre. Et puis après, au fur et à mesure, donc, j'y ai pris goût. Et puis à la fin, on se rend compte qu'on connaît très, très bien son business, on sait exactement ce qu'on veut. Et donc, du coup, là, on a juste quelques rendez-vous avec Google, mais ça se passe un petit peu mieux. Maintenant, comme on est sur une phase où on veut vraiment faire progresser l'entreprise, là, ça va commencer à être des prestataires qui vont travailler dessus pour nous. Alors, c'est une question que les gens n'osent pas souvent poser. Après combien de temps vous avez réussi à vous rémunérer? Je pense… parce que visiblement, ce n'était pas tout de suite. Déjà. Ah non, clairement non. Clairement non, ça n'a pas été tout de suite. Je t'aurais dit véritablement au bout de 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. On a pu commencer à se rémunérer un petit peu. C'était pas la folie encore. Mais Budapest, c'est moins cher qu'à Paris. C'est moins cher qu'à Paris. Et nous, l'idée, c'était de développer notre boîte, quoi qu'il en coûte. Donc, dans l'idée, on s'est dit, voilà, même si on vit simplement, la bière n'est pas chère à Budapest, ça va aller. mais voilà, les débuts ont été difficiles. Mais bon, je pense que comme dans tout business. Mais après un certain nombre d'années, et puis à un moment donné, on comprend ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et voilà, on l'a compris peut-être grâce à Covid. C'est vrai. Ça fait bizarre de le dire, mais avec le recul, on se dit que la période de la pandémie a été pour nous bénéfique. Dans quel sens? Dans le sens où ça nous a donné du temps. Parce que depuis qu'on avait commencé, on était à fond. L'idée, c'était toujours faire en sorte de ramener du groupe, de développer des destinations, mais sans avoir forcément le temps de se poser et de le faire les choses bien. Et pendant cette période de pandémie, on a pu le faire. On a tout revu, on a revu totalement nos process, on a refait notre site internet, on a créé un nouveau booking system interne, on a tout changé. Vous avez développé un système de gestion de réservation? Totalement. C'est toi qui as développé? Non. Parce que là, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Non, je n'ai pas ces qualités-là. Non, on a travaillé avec un développeur hongrois qui nous a énormément aidé dessus, qui bosse toujours avec nous dessus. Et oui, on a tout développé. Mais en fait, on a fait un pari. Pendant la pandémie, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on attend tranquillement que ça reparte et on voit si on peut s'en sortir, ou on investit. Et on a fait le choix d'investir. C'était un choix qui était risqué, mais comme tout le monde, je pense, on se disait ça va durer 6 mois. C'est ce qu'on s'est dit au début. Donc on s'est mis à investir, à monter un meilleur site internet, à embaucher des agences pour nous faire notre site internet, revoir tous nos process, etc. Donc ouais, on a investi des sous sans savoir si ça allait pouvoir payer. Et puis on a eu la chance de pouvoir tenir jusqu'à ce que ça reprenne. Parce qu'en plus, autant en France, il y a des aides, mais pendant le Covid, vous avez reçu des aides ou pas? C'est ça aussi, c'est ça de s'installer dans l'Europe de l'Est. C'est ça. C'est vrai que ça aussi. Là, on n'avait pas d'aide du tout, donc c'était compliqué, mais en même temps, on s'est dit, on ne va pas lâcher. Ça fait trop longtemps qu'on a bossé sur notre projet, et on s'est dit que ça va repartir, ça va bien repartir. C'était un peu l'idée qu'on avait. On ne pensait pas que ça aurait duré presque 2 ans. On a eu quelques petites périodes quand même où on a pu bosser, mais voilà, on était les moins bien lotis. On fait du voyage à l'étranger, tous les avions étaient cloués au sol. On propose de la fête à l'étranger, les boîtes de nuit étaient toutes fermées, les lieux de vie, les restaurants, etc., tout était fermé, et il n'y avait plus de mariage possible, donc forcément plus de mariage. Donc c'était très très compliqué pour nous comme période. Mais bon, on n'a pas lâché. Alors, on a quelques questions. Est-ce que vous vous êtes formé pour réduire les écueils? Alors,
sincèrement, j'ai envie de dire que non. C'est-à-dire que on n'a clairement pas fait cet effort-là, dans le sens où on est rentré dedans. On a pris Alors, excusez-moi, allô, bonsoir, excusez-moi, vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et ça fait des échos, on ne s'entend pas. Alors, je vais essayer de couper le micro des gens. Madame. Alors, arrêtez, suspendre l'enregistrement. Ah, c'est bon. Normalement, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? On parlait des écueils. Ah, des écueils. Oui, moi, dans l'idée, en fait, à chaque fois qu'on tombait sur un souci, on essayait de le régler, donc c'était compliqué, forcément. Et nous, on n'a pas fait cet effort-là de se former. On s'est dit, on va apprendre au fur et à mesure. Ça a peut-être été une erreur. C'est vrai qu'on en a reparlé avec mon frère. Je pense qu'à partir d'un moment, même si on ne se formait pas, on aurait dû aller chercher du monde pour nous aider. Et c'est souvent… Est-ce qu'au début, on peut dire que vous avez un peu joué petit? Complètement. On a joué petit parce qu'on n'était pas sûr de ce qu'on faisait. Mais à partir d'un moment, il aurait fallu voir plus grand, plus vite. C'est pas la devise d'un club de foot. Mais il aurait fallu. Et on ne l'a pas fait, mais ça nous a peut-être fait perdre un peu de temps, sûrement fait perdre un peu de temps. Peut-être même aller 1 an et demi, 2 ans facile. Mais bon, c'est notre histoire aussi. Exactement. Vous avez fait comme vous pouviez et avec les moyens dont vous disposiez. C'est ça. Alors, quels sont les clichés des nationalités ou destinations présentes? Est-ce que vous avez quelques histoires culturelles croustillantes? Wow. Comment les Martiniquais sont perçus, par exemple? Là-bas, en Hongrie ou en général dans les pays de l'Est? En Hongrie, déjà. Et puis peut-être en Roumanie aussi, puisque tu y vis. Non, on est bien perçus. C'est vrai que ce sont des pays qui ont une histoire complètement différente de la France. Donc, du coup, forcément, retrouver des Antillais ou des Noirs en général là-bas, c'est tellement différent que ça en devient intéressant. Donc, du coup, on est plutôt bien perçu et il y a ce côté échange ou cette envie de découvrir l'autre qui est plus présente. Très clairement. Alors, vous avez, c'est une question qui a été posée tout à l'heure, les opérations sont en Hongrie, à Budapest, mais toi, tu vis en Roumanie, à Bucarest, et le siège de l'entreprise est à Bucarest. Comment vous avez fait d'un point de vue réglementaire? Ouais, donc au début, donc, tout était à Budapest. Après, on a dû réfléchir différemment à notre organisation. Donc, tout est en Roumanie, l'entreprise est en Roumanie. Après, le fait d'embaucher des employés à Budapest, il a fallu trouver des ponts. Donc, on a travaillé beaucoup avec des avocats, des fiscalistes qui nous aident pour mettre en place tout ça, pour mettre en place le pont entre le fait d'avoir une entreprise, puisqu'on a une entreprise qui est installée en Roumanie, qui doit discuter avec des employés qui sont à Budapest. Donc, du coup, on met en place pour… Messieurs et dames, le micro. Malheureusement, je n'ai pas la commande pour couper tous les micros, visiblement. Mais voilà, faites attention, sinon c'est désagréable pour tout le monde. Ouais, donc, tu n'es pas devenu un spécialiste du droit communautaire européen? Absolument pas. Alors là, non, pour le coup, non. On a du monde qui nous aide des deux côtés. Mais le fait d'avoir une entreprise européenne, parce que c'est toujours ce qu'on veut conserver, parce que nos clients sont aussi français, donc ils doivent être assurés par le fait d'être en communication avec une entreprise qui est européenne. On est une agence de voyage, donc avec une licence d'agent de voyage qu'on a obtenu, donc qu'on a obtenu en Roumanie, mais qui du coup c'est une licence d'agent de voyage européenne, donc ça nous permet de fonctionner dans de bonnes conditions. Question aussi sur la réglementation. Vous vous êtes étendu sur d'autres destinations. Ouais. Comment ça se passe quand on veut arriver sur un nouveau marché finalement? Ouais. Alors là, dans notre cas, et c'est souvent ce qui se passe dans notre domaine, on passe par des partenaires locaux. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça, mais aussi ça nous permet d'avoir des gens qui ont déjà de l'expérience sur place. Donc, bien sûr, il faut s'assurer que les choses se passent bien. Donc, on les rencontre, on va sur place, on teste les activités, on fait en sorte d'avoir pas mal de meetings en amont pour trouver une organisation.
pour leur passer nos réservations, pour l'organisation sur place, comment ça se passe juste avant le départ du client, pendant le séjour, parce que nous, on reste encore présent pendant le séjour, que le client parte à Budapest, à Vilnius ou à Barcelone, il est toujours en contact avec nous, on est toujours l'interlocuteur, même si on a des partenaires locaux qui prennent le relais sur l'organisation sur place. Donc vous n'êtes pas reparti de… Quand vous arrivez sur un territoire, c'est plutôt un système de partenariat plutôt que j'arrive, je pars de zéro et je recommence chaque fois. C'est ça, c'est l'idée. Et on est vite arrivé à cette conclusion-là parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait se développer toujours plus vite, c'était la façon la plus simple de le faire. C'est-à-dire que forcément, quand on le fait par soi-même, les activités coûtent un peu moins cher, les services coûtent moins cher, mais en passant par quelqu'un, on a l'assurance de quelque chose qui s'organise bien, facilement, et donc du coup, quitte à perdre un peu sur nos marges, mais c'est plus intéressant pour nous et on peut aller en vendre plus, entre guillemets. Alors, on a eu une autre question, mais je crois que tu as dit non. Est-ce que vous avez fait une levée de fonds pour accélérer la croissance afin d'être numéro 1? Si oui, de combien et pour financer quoi? Alors franchement, non, on n'a pas fait d'argent extérieur. Pas d'argent extérieur. On a vraiment fonctionné avec ce qu'on gagnait d'année en année pour investir dans notre boîte. C'est la chance qu'on a eue aussi de pouvoir réussir à le faire. Bon, aussi parce qu'on a décidé de le faire comme ça, dans le sens où déjà s'installer à Budapest et pas être en France, c'est un choix fort de notre part. Parce que bon, forcément, ça nous permettait d'être plus proche de nos prestataires, mais aussi de réduire une partie des coûts. L'organisation, nos employés, etc., ils ne sont pas payés au salaire français. Bon, ils sont bien payés, hein. Ils doivent peut-être être dans le chat. Là, ils sont plutôt bien payés, mais forcément pas aussi bien payés qu'au même niveau en France, mais bien payés par rapport au salaire moyen en Hongrie. Donc voilà, donc, cette façon de s'organiser un peu différemment, d'aller chercher un peu à organiser les choses différemment, nous a permis, grâce à l'argent qu'on faisait sur nos groupes, à pouvoir réinvestir et développer nos systèmes internes, etc. Alors, on a d'autres questions. Est-ce que vous êtes devenu spécialiste du droit européen? Non. Est-ce que vous avez organisé ou des demandes d'EVG aux Antilles? Est-ce que je t'ai posé la question tout à l'heure quand on discutait de manière informelle? Est-ce que le marché antillais français, mais aussi caribéen plus largement, anglophone, etc., c'est un marché qui peut être intéressant pour vous? Il y a un marché, très clairement, puisqu'on le voit souvent, des groupes qui partent à Sainte-Lucie ou à Saint-Martin pour faire des enterrements de vie de garçon. Mais pour nous, c'est plus compliqué de se dire on va pouvoir se lancer sur ce marché-là et avoir vraiment une plus-value intéressante pour les clients, dans le sens où tout le monde a un peu l'habitude de savoir comment faire pour aller à Sainte-Lucie ou à Saint-Martin. Et nous, si on arrive sur un marché comme celui-là, on ne voit pas trop où on peut amener quelque chose aux clients. Parce que l'idée, quand on fait des séjours comme ça ailleurs en Europe, on amène vraiment quelque chose qui est compliqué pour eux de mettre en place. Ce que vous leur apportez, c'est la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit, le fait de pouvoir avoir un seul et unique interlocuteur, le fait de pas courir après tous les copains pour récupérer les sous, parce qu'il n'y a qu'une seule personne à payer. Non, c'est vraiment beaucoup plus simple comme ça. Mais c'est vrai que sur le marché caribéen, je ne dis pas que c'est quelque chose d'impossible, mais nous, pour l'instant, on ne voit pas ce qu'on pourrait amener. Donc voilà. Alors, la levée de fonds, non. Bravo, super, merci. Est-ce que tu peux nous partager des anecdotes? Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec un groupe où tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé, quoi? Ouais, on a toujours des histoires un peu drôles. L'une d'entre elles, donc c'est un groupe un peu éméché, sorti de boîte à Budapest. Un des membres du groupe décide de repartir tout seul et de laisser tous les autres. Mais au lieu d'aller à droite, il est allé à gauche, à une des intersections, et il s'est retrouvé en face d'une gare à Budapest, et c'était des Suisses, c'était des clients suisses, et il a vu écrit Genève, et donc du coup, il est monté dans un train pour repartir à Genève. Alors, donc forcément,
À 6 h du matin, tous ses copains le cherchent. Donc voilà, on se retrouve à devoir appeler les hôpitaux, la police. On était vraiment très inquiets. Sur le moment, on rigolait pas trop. On avait perdu un client. Et je crois 3-4 heures après, on entend parler de lui. Il était arrivé jusqu'à Vienne. Et son portable s'était déchargé, il s'est réveillé à Vienne et il a appelé ses copains pour leur dire « je reviens sur Budapest » parce qu'ils avaient l'avion l'après-midi et il est revenu sur Budapest quelques heures après. Voilà, ça peut arriver. Mais bon, on a pas mal d'anecdotes sympas. Vous avez fait un petit recueil? Oui, je pense. Peut-être même un petit blog là, d'anecdotes sur les EVG. Il y a pas mal de choses à raconter. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que tu veux toujours fonctionner en disponibilité ou c'est fini cette vie-là pour toi? Alors oui, toujours. Mais dans l'idée, c'est fini cette vie-là quand même. Ouais. Tu ne te vois pas revenir au contrôle des finances publiques? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que du coup, dans l'entreprise, qui a l'amour des chiffres? Aucun des deux. C'est vrai? Aucun des deux. Et c'est vrai que c'est forcément plus compliqué. Donc du coup, on se fait aider. Mais ouais. Aucun des deux. Disons que dans l'idée, on aime cette organisation, on aime l'organisation, on aime mettre les choses en place, on aime avoir des idées, mais oui, l'amour des chiffres, aucun de nous deux. Donc, c'est pour ça. C'est pas rédhibitoire en tout cas. Non. Il faut juste s'entourer. Il faut s'entourer. Il ne faut pas hésiter à se faire entourer. Et c'est une question qui revient souvent, mais on en a discuté tout à l'heure en off. Est-ce que vous avez fait une étude de marché poussée ou finalement ça a été beaucoup d'instinct, beaucoup d'audace, beaucoup de spontanéité? Non, c'était tout à l'audace, un peu trop à l'audace d'ailleurs. On a été un peu fou, voire naïf au départ, et on s'est dit on va pouvoir le faire, on se lance. Bon, ça nous a peut-être donné raison, on est encore là aujourd'hui, mais oui, non, on n'a pas fait d'études de marché au départ. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on commence à progresser dans ce secteur, qu'on essaie de comprendre comment les choses fonctionnent, oui, là, à ce moment-là, on regarde un peu plus. Quand on veut vraiment chercher à se développer, là, oui, on a étudié un petit peu comment ça se passait, on allait chercher les chiffres un peu partout. Et puis, le souci aussi de notre secteur, parce que c'est un secteur qui est un peu particulier, c'est vraiment un secteur de niche, c'est compliqué de trouver beaucoup d'informations. Donc oui, nous on s'est mis à écouter des interviews de nos concurrents, à les fouiner à fond, à noter à chaque fois qu'il y avait un chiffre qui était sorti pour avoir ces informations-là. Et puis j'ai envie de dire Google, Google aussi aide énormément. Il y a pas mal d'infos qu'on peut retrouver, particulièrement, bon, je pense à Google Trends qui aide énormément de ce côté-là. Et oui, nous, ça nous a aidé à prendre les bonnes décisions pour continuer de développer notre boîte, par exemple. À mieux appréhender le marché. Est-ce que tu peux nous raconter une erreur en termes de moment charnière, une erreur que tu as commise et tu t'en es mordu les doigts, plus jamais tu ne la referas? Ouais. On a connu un moment, une erreur. C'est-à-dire que, comme on disait, il y a une certaine saisonnalité dans l'organisation des enterrements de vie garçon. Donc, les réservations commencent à partir du mois d'octobre et les départs se font à partir du mois de mai. Souvent, donc, les clients nous payent un acompte pour faire la réservation. Et ce qui nous était arrivé, entre autres, c'était sur des hébergements et au moment où on établit le devis, l'hébergement est à un certain prix et disponible. On ne les prend pas tout de suite et on se retrouve 3-4 mois après à vouloir prendre des hébergements pour un groupe qui part dans le week-end le plus demandé. Et donc, l'hébergement de départ n'existe plus. Ceux qui sont disponibles sont beaucoup plus chers. Et ça nous force complètement. Ça plombe nos finances. On l'a connu, ça. C'est quelque chose qui ne nous arrive plus du tout maintenant. Bon, ça peut encore arriver sur un groupe parce que des fois, à quelques jours près, un hébergement peut sauter, c'est possible, mais de moins en moins. Et puis maintenant, dans la nouvelle logique dans laquelle on vient, on se met à réserver à l'avance des créneaux. Des créneaux et on réserve tout, que ce soit en termes d'activité ou d'hébergement. Alors, comment ça se passe là, à votre niveau concernant la sécurité et la gestion d'un groupe? Quand vous avez 40 groupes en même temps, comment ça… Alors, c'est pour ça déjà qu'il faut être sûr des partenaires avec lesquels on travaille.
c'est très important de savoir s'ils ont bien les assurances mises up et qu'ils sont à jour, etc. Comment les groupes sont accueillis sur place. Est-ce que les prestations, les différentes prestations, les différentes activités qu'ils ont, dans quelles conditions elles sont réalisées. L'idée, c'est pas d'envoyer les gens à l'inconnu sur du matériel, parce que bon, quand on parlait tout à l'heure de chars d'assaut, oui, il faut que ce soit qu'il y ait un respect des consignes qui soient mises, que les prestataires eux-mêmes puissent avoir un matériel de qualité, donc ça c'est important, mais qu'ensuite les clients eux-mêmes, ils soient sensibilisés à ça, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur explique comment fonctionne et que la sécurité soit préservée. Donc c'est hyper important pour nous, particulièrement sur certaines activités qui peuvent être dangereuses, comme du tir à armes réelles. Donc là, on travaille par exemple avec des stands de tir qui sont agréés par l'État, c'est très très professionnel. Il y a des protections, les participants sont pris l'un après l'autre, ils sont toujours avec un instructeur juste à côté. Il y a des consignes qui sont données. C'est vraiment très carré de ce côté-là et c'est hyper important pour nous que les choses se passent dans les meilleures conditions. Ouais, c'est important. Donc bon, je touche du bois, mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. Alors, du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Ouais, alors, les prochaines étapes, je pense que c'est de continuer de se développer sur de nouvelles destinations. C'est l'idée. Donc, dès la saison qui arrive, on va ouvrir 5 à 6 destinations supplémentaires. Et puis aussi d'augmenter notre capacité de réception. Ça a été compliqué cette année, très très compliqué, parce qu'il y a eu l'effet post-Covid où tout le monde a voulu partir et on a eu encore moins de temps pour tout organiser, parce que encore en janvier, on se posait la question s'il était possible de voyager ou pas. Donc ça a été compliqué. Et puis en plus, bon, les problèmes qu'on peut connaître en France dans le secteur, dans l'industrie du tourisme, ils sont les mêmes partout en Europe. Donc il y a beaucoup de gens qui ont déserté cette industrie-là. Et donc du coup, il manquait de la main-d'œuvre pour plein d'activités. Je pense par exemple tout simplement à des chauffeurs de bus pour emmener nos groupes sur les différentes activités à Budapest. Ça devenait compliqué d'en trouver. Il y avait des bus des fois qui étaient garés là, mais sans chauffeur. Donc c'était compliqué cette saison, mais l'idée c'est de pouvoir augmenter nos capacités de réception. Donc c'est un gros travail à faire avec nos partenaires, trouver des solutions ensemble pour augmenter les créneaux, réserver plus de créneaux à l'avance, faire en sorte qu'on puisse prendre encore plus de groupes. Comme dans le tourisme, en général, c'est des espèces d'allotements. En fait, c'est exactement ça. Est-ce que la guerre en Ukraine a eu des conséquences sur l'activité en Europe de l'Est? Alors, pas vraiment. La seule conséquence dont je me souviens un petit peu, c'est que le prix des munitions dans les stands de tir était plus élevé. Donc, du coup, ça nous donnait des prix plus élevés pour les coûts de nos activités, de cette activité-là particulièrement. Mais sinon, non, en fait. C'est-à-dire que la vie a très vite repris, même sur des pays qui étaient particulièrement proches. C'est vrai qu'au départ, nos clients étaient très inquiets. Donc on a dû faire un travail beaucoup pour rassurer tout le monde en leur disant ne vous inquiétez pas, nous on habite à Budapest, on n'est pas sous les bombes, tout se passe très bien. Après il y avait aussi le côté un peu moral, c'est vrai qu'on l'a entendu, certains clients qui nous ont dit bon oui, ça me dérange un petit peu de venir alors qu'il y a la guerre, faire la fête alors qu'il y a la guerre à côté. On a pu le comprendre et dans certains cas, on a pu même effectuer des remboursements. Mais bon, après, petit à petit, les gens, ils ont un petit peu oublié, c'est vrai, et puis ils sont venus. Mais dans la réalité et dans la vie quotidienne, on n'a pas vraiment ressenti ça, que ce soit à Budapest, qu'on connaît bien, mais à Bucarest, où je vivais aussi, qui a quand même une frontière très proche avec la Moldavie, qui est entre les deux. On a pas de souci particulier, non. Alors, on va terminer bientôt. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Kevin, autre question. Combien de fois tu prends l'avion en moyenne par an? Wow. Parce que c'est comme ça que je te suis sur Insta. C'est vrai, ça devient un petit jeu. Là, parce que je fais beaucoup d'allers-retours entre Budapest et Bucarest, moi je pense que je vais finir l'année peut-être à plus d'une vingtaine de vols. Ça fait 1 à 2 vols par mois. Ouais, c'est à peu près ça. C'est pas très écolo, je sais.
Mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Je crois que c'est pas en jet privé. Non. Quels sont tes outils de prédilection, tes outils de travail Ouais. ou tes applications avec lesquelles tu travailles? Alors, beaucoup Google, donc la suite Google, énormément, j'utilise beaucoup, j'aime ça. Donc, après, j'utilise beaucoup Google Keep pour garder mes notes, énormément. Avec la boîte, avec l'équipe, étant donné qu'on n'est pas tous tout le temps au même endroit, on utilise Slack, donc à fond. Ça a révolutionné notre façon de fonctionner. Donc, Slack, WhatsApp aussi, parce qu'on en a quand même besoin. Et HubSpot, pour les réseaux sociaux, exactement, et pour la gestion clientèle également. Donc voilà, c'est surtout comme ça, pas trop compliqué. Après, on a eu la chance d'avoir développé notre propre… Tu penses que ça a fait une différence de développer? Énorme. Ça nous permet d'avoir exactement ce qu'on veut, d'avancer très, très, très rapidement et de faire évoluer, en fonction des évolutions de la boîte, de faire évoluer l'outil. Et là, le fait d'avoir un développeur, voilà, on l'appelle, on lui dit bon, ben viens là, viens au bureau, on va bosser ensemble et on veut qu'il y ait ça de disponible. Et au bout d'une semaine, tout est là. Donc ça, c'est génial. Top. Je pense que là, ça fait 1 heure et je ne veux pas dépasser surtout. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ce serait quoi? Si je dois prendre mon exemple, je vais dire il faut foncer. Il faut souvent, on réfléchit beaucoup, on fait beaucoup de plans avant et on oublie qu'à un moment donné, il faut se lancer. Donc pour moi, il faut se lancer, il faut tenter. Il faut essayer, quitte à pas réussir, mais au moins essayer. Mais c'est la meilleure façon de savoir si on peut le faire. Et puis après, on peut ajuster. L'idée, c'est de rapidement s'entourer pour pouvoir ajuster ou demander conseil. Mais au départ, même si on demande conseil à quelques personnes, il faut vite se lancer. Il faut tenter, il faut avoir son premier client. Ne pas trop réfléchir, planifier, tourner en rond. C'est ça. Top. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va clôturer cette visio. J'espère que ça vous a plu, Kevin. J'espère que ça t'a plu aussi. C'était génial. Que c'était chouette, que son parcours vous a inspiré autant que moi. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour ce partage. Tu es la preuve qu'il faut faire avant tout et voir ensuite. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo avec une webcam et pas un appareil super perfectionné. J'espère que se sont-ils concernés par le débat polémique sur le paiement des impôts en France? Sur le paiement des impôts en France. Parce que vous êtes des évadés fiscaux? Non, parce qu'on n'habite pas, moi j'habite pas en France du tout. Donc à partir de là, j'ai pas de réalité en France. Donc moi j'habite plus en France du tout. Est-ce que tu retournes parfois? De plus en plus rarement. Quand je viens chez moi en Martinique, quand même, pour voir la famille, mais à Paris, quasiment jamais. Donc non, on n'est pas… Pas évadés fiscaux. Pas évadés fiscaux. Désolée. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que normalement, ça a été enregistré. Donc, je vais essayer de mettre le replay à disposition de ceux et de celles qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu être là ou qui ont dû partir. J'espère que ça vous a plu et qu'on pourra recommencer le format. Et ça sera rendez-vous dans 6 mois quand tu seras leader. C'est ça. Merci en tout cas de m'avoir accueilli, Maggie. Super. Bye bye. Top. Hop. Et bien, si ça a plu, tant mieux.